pouvoir. On en parle beaucoup, mais au fond, qu'est-ce que c'est vraiment et d'où vient-il? C'est une question qui nous taraude tous, non? Absolument, une question fascinante. Eh bien, aujourd'hui, on va plonger au cœur de cette question avec Victor Hugo. On s'attaque au volume 4 des Misérables, l'idylle. Ah, l'idylle, un titre qui peut surprendre dans cette œuvre monumentale. Exactement. Et c'est justement ce qui rend ce volume si captivant. Il est plein de surprises, de réflexions profondes sur la société, le pouvoir, la misère et bien sûr l'amour. On va explorer ensemble ce qui le rend si unique. On va s'appuyer directement sur le texte d'Hugo, sur ses observations de la France post-révolutionnaire, ses analyses des jeux de pouvoir et bien sûr l'histoire d'amour entre Marius et Cosette. Une histoire d'amour qui se déroule sur fond de bouleversements historiques. On va essayer de vous montrer pourquoi ce volume est une lecture indispensable. Un vrai coup de cœur. Alors, commençons par cette période post-révolutionnaire. Hugo a une vision assez particulière des besoins d'un peuple après une évolution. Oui, il dit que le premier besoin d'un peuple après une révolution, c'est de se procurer une dynastie. Une dynastie assez surprenant comme idée. Oui, surtout pour nous aujourd'hui. Mais il faut se replacer dans le contexte de l'époque. L'Europe était encore largement dominée par les monarchies. Donc, pour Hugo, une nouvelle dynastie, c'est une sorte de retour à la stabilité. Exactement. Après le chaos d'une révolution, le peuple a besoin de points de repère familiers. Une dynastie, c'est une figure d'autorité, un symbole de continuité. C'est une façon de panser les plaies, de reconstruire. Oui, et de masquer les difficultés. Hugo parle de réparer sa maison. La dynastie, c'est un peu comme un voile qu'on jette sur les problèmes immédiats. Intéressant. Et Hugo fait aussi une distinction entre les habiles, les politiciens, et les sages, les penseurs. Ah oui, une distinction importante pour lui. Il semble assez critique envers les habiles, non? Oui, il leur reproche d'être trop pragmatiques, trop obnubilés par la conquête et le maintien du pouvoir. Alors que les sages ont une vision plus large. Exactement. Ils réfléchissent aux causes profondes des problèmes, aux solutions durables. Mais ce qui m'a vraiment interpellée, c'est son idée que le vrai révolté dans une révolution, ce n'est pas le peuple, mais le roi. Oui, c'est une idée provocatrice. Il dit que révolution est précisément le contraire de révolte. Toute révolution étant un accomplissement normal, contient en elle sa légitimité. C'est une vision très particulière. En fait, pour Hugo, une révolution, ce n'est pas une simple rébellion, c'est un retour à un ordre naturel des choses. Un passage du faux au vrai. Exactement. Et il oppose la révolution à la révolte, qui serait une simple explosion de colère. Donc pour lui, la révolution de 1830, c'est une vraie révolution. Il la critique par moments, mais oui, il la voit comme une étape nécessaire dans l'évolution de la société. Et il souligne les critiques des partis légitimistes et républicains. Ah oui, révolution, pourquoi ce roi? Des critiques qui montrent que la légitimité de la nouvelle monarchie était déjà remise en question. Passons maintenant à la description du peuple et de la misère en 1832. Dès le début, Hugo plante un décor assez sombre. Oui, l'année 1832 s'était ouverte avec un aspect d'imminence et de détresse. On sent tout de suite une atmosphère pesante. Et il donne plein de détails sur les événements qui agitent l'Europe, la disparition du dernier prince de Condé, les troubles en Belgique, l'hostilité de la Russie, les problèmes en Italie et en Espagne. L'Europe est au bord de l'explosion. Absolument. Et à Paris, on sent cette menace de guerre civile. Hugo parle de lueur de fournaise dans les yeux du peuple. C'est une image très forte. Et il y a des détails concrets qui rendent cette tension palpable, comme la découverte de lettres parlant de recrutement pour des sociétés secrètes. Oui, et l'existence d'armes cachées. Le charpentier qui trouve ces fragments de lettres rue du Faubourg Poissonnière. Ça rend la menace très réelle. On imagine ces milliers de fusils qui circulent dans l'ombre. Et il y a ces listes mystérieuses avec des noms de lieux comme Arvosec, Salocomte, Quincampoix. Des indices d'une organisation secrète, d'un complot qui se trame. Exactement. Et il y a ces petites anecdotes qui illustrent le climat de violence. Cet échange de pistolets entre deux hommes. Oui, et Galais qui se vantent d'avoir plein de munitions. On sent que la situation peut dégénérer à tout moment. Et Bogo précise que le gouvernement était au courant de ces préparatifs. Il parle de lettres interceptées, qui annoncent une mobilisation rapide. Impressionnant. Et puis, il y a cette description du faubourg Saint-Antoine. Un vrai réservoir de peuple, dit-il, Un mélange explosif de misère et d'idées révolutionnaires. prêt à s'enflammer. C'est là qu'on voit le talent d'Hugo. Il nous plonge dans cette atmosphère tendue, explosive, et en même temps, il nous raconte l'histoire d'amour entre Marius et Cosette. Un contraste saisissant. D'un côté, on a la misère, la violence, la menace de l'insurrection, et de l'autre, on a cette idylle qui éclot dans un jardin secret. C'est ce qui rend ce volume si captivant. Après avoir quitté son grand-père, Marius erre un peu sans but.
Jusqu'à ce qu'il rencontre Éponine. Appauvri et embelli, dit Hugo. Et elle refuse l'argent que Marius lui propose. Un geste qui en dit long sur ses sentiments. Oui, il y a déjà quelque chose de plus profond entre eux. Et puis, il y a cette maison à secret rue Plumet. Un havre de paix caché au milieu d'un quartier désert. Un contraste total avec la vie austère de Jean Valjean. Et ce jardin laissé à l'abandon. Enfin, pas totalement. Non, il se transforme en un lieu extraordinaire et charmant. Une métaphore de la beauté cachée du renouveau. Et c'est dans ce jardin que Cosette prend conscience de sa propre beauté. Un passant lui fait une remarque, et ça la change. Elle perd un peu de son innocence d'Hugo, mais elle gagne en charme. Et elle commence à s'intéresser à Marius. Une adoration à distance. Un amour idéalisé. Le rêve des nuits devenu roman. Et Jean Valjean, lui, est tiraillé entre son amour pour Cosette et sa peur du monde extérieur. Il se reproche de l'avoir ramené dans ce monde dangereux. Et il essaie de l'impressionner, comme lorsqu'il envie l'élégance du général Coutard. C'est touchant de le voir si vulnérable. Mais Hugo nous rappelle la misère ambiante avec l'image de la chaîne des forçats. Un rappel brutal de la réalité sociale. Et Cosette qui pose des questions innocentes sur les galères. Elle vit dans un monde protégé, elle ne connaît rien de la vraie vie. C'est ce qui la rend d'autant plus fragile. Et puis, il y a Gavroche qui fait irruption dans le jardin. Il écoute aux portes. Un autre monde, celui de la rue, vient perturber l'idylle. Et le vieil homme qui fait la morale à Montparnasse. Une réflexion sur le travail, la paresse, la dignité. Et bien sûr, les premières rencontres entre Marius et Cosette. Des rencontres clandestines. Des regards échangés. Des silences chargés d'émotions. Cosette qui se rebaptise Frézy. C'est plein de maladresse, de pureté. La magie des premiers émois. Et Jean Valjean, qui observe tout ça, de plus en plus inquiet. Marius, lui, rêve d'une vie simple avec Cosette dans ce jardin secret. Mais il est rattrapé par son passé lorsqu'il rencontre Éponine. Éponine, un personnage fascinant. Sa relation avec son père Thénardier, sa loyauté envers les bandits, son attitude rebelle. Elle est forte et vulnérable à la fois. Et Brujon qui parle des deux moineaux qui se battent. Une image qui annonce le conflit à venir. Et n'oublions pas la confrontation entre Marius et son grand-père. Monsieur Gillenormand qui refuse son mariage avec Cosette. Un obstacle de plus sur leur chemin. Et tout ça nous mène vers l'insurrection. Hugo fait une distinction importante entre émeute et insurrection. Pour lui, l'émeute, c'est une explosion de colère sans justification. L'insurrection, c'est une révolte légitime contre l'injustice. Il donne des exemples historiques. Paris contre la Bastille, c'est une insurrection. Israël contre Moïse, c'est une émeute. Intéressant. Et Hugo décrit avec précision les signes avant-coureurs de l'insurrection à Paris. Les réunions secrètes, la distribution d'armes. La mobilisation des révolutionnaires. On sent la tension monter. Et puis, les premières échauffourées, les rumeurs, les cris, les magasins qui ferment. Les premiers coups de feu. Et la construction des barricades. Hugo cite des lieux précis. Saint-Geneviève, la rue de Mini-Montant, le petit pont de l'Hôtel-Dieu. On imagine l'énergie des insurgés. Des ouvriers, des jeunes gens, des étudiants. Armés de fortune. Mais déterminés. Et les lieux ordinaires qui se transforment en postes de garde. Des cafés, des loges de portiers. L'insurrection s'organise sous nos yeux. Et les Parisiens qui réagissent de façon contrastée. L'indifférence au début. Puis l'inquiétude. Des Gavroches qui participent dès le début. Il brise un réverbère. Un geste symbolique. Il rencontre un vieux soldat, un perruquier. Des visions différentes de l'héroïsme. Et il rejoint Enjolras et les autres révolutionnaires au cabaret Corinthe. Le quartier général de l'insurrection. Hugo nous raconte l'histoire de ce lieu. L'arrivée des recrues, des provisions. La construction des barricades autour du cabaret. Avec des meubles, des pavés. La distribution des cartouches. L'atmosphère est sombre, mais pleine de détermination. Et ces révolutionnaires qui récitent des vers d'amour avant le combat. Un moment poignant. Et pendant ce temps, les forces gouvernementales se préparent. Une longue attente. Et Gavroche qui fabrique des cartouches dans la pénombre du cabaret. Et soudain, Javert apparaît. Un silence. Tous les regards se tournent vers lui. Et puis le kabouk arrive. Brutalement. Un acte terrible. La mort du père Mabeuf qui va chercher sa plante. Un symbole pour les insurgés. Le combat fait rage. Marius est sauvé par un jeune ouvrier. Les insurgés résistent. Javert est découvert, ligoté à l'intérieur de la barricade. Un poste de secours improvisé est installé dans les cabarets. Éponine revient à la barricade. Son dernier sacrifice.
Elle avoue son amour à Marius. Elle meurt en le sauvant. Ses dernières paroles sont bouleversantes. Marius promet de tenir sa parole. Gavroche apporte la lettre d'Éponine à Marius. Pendant ce temps, Jean Valjean quitte la rue Plumet avec Cosette et Toussaint. Il ne sait rien des combats à Paris. Il est enfermé dans sa propre angoisse. Mais le calme est de courte durée. Il revoit l'écriture inversée dans le miroir. L'amour de Cosette pour un autre. Une haine terrible envahit Jean Valjean. Et c'est à ce moment qu'il rencontre Gavroche. Gavroche qui brise un réverbère. Affamé, insouciant. Il incarne la liberté. Un bref échange entre eux. Et Gavroche s'éloigne en chantant. Voilà. Ce volume L'Idylle, c'est une plongée fascinante dans la France post-révolutionnaire. On voit la misère, la violence, mais aussi la beauté, l'espoir. Hugo nous fait vivre l'histoire à travers ses personnages. Il nous montre les grands événements, mais aussi les petites histoires. C'est ce qui rend ce volume si unique. Un mélange d'intime et d'universel. Si vous avez envie de découvrir ce chef-d'œuvre, on vous conseille l'édition illustrée d'Éditions Kiel. Vous la trouverez sur Amazon.fr. Une belle façon de s'immerger dans l'univers d'Hugo. Des illustrations magnifiques qui donnent vie aux personnages. Pour finir, une question à méditer. On a vu la fragilité des équilibres sociaux, la force des passions individuelles. L'histoire qui influence les destins personnels. Dans quelle mesure nos propres idylles, nos vies intimes, sont-elles façonnées par les événements qui nous entourent? Une question à se poser. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour une nouvelle plongée.